Bonjour, dans cette vidéo nous allons présenter les constituants de l'univers que sont les atomes et les particules qu'ils contiennent. Les prérequis nécessaires à la bonne compréhension de cette vidéo sont de savoir utiliser l'écriture scientifique et les sous-multiples et de connaître l'organisation de la matière au niveau microscopique. Les objectifs de cette vidéo sont de connaître les différents modèles atomiques utilisés et le modèle actuel, de connaître les constituants de l'atome, de connaître les caractéristiques de l'atome, de connaître la représentation symbolique du noyau et enfin de connaître l'organisation des électrons en couches autour du noyau et d'en déduire la structure électronique d'un atome. Aujourd'hui, il est communément admis que la matière est constituée d'atomes. Cette notion est le fruit de plus de 2000 ans de recherche et de réflexion de la part des scientifiques et des philosophes. Les premiers travaux sur la constitution de la matière remontent à -500 avant Jésus-Christ avec les travaux d'Empédocle, qui a établi la théorie des 4 éléments. Empédocle était un philosophe grec qui considérait que la matière était constituée de 4 éléments: le feu, l'air, l'eau et la terre, et qu'à partir de ces 4 éléments, nous pouvions constituer tout autre objet. Environ un siècle après, vers -1400, Leucippe et Démocrite introduisirent la notion d'atome. Leucippe et Démocrite, son élève, tous les deux des philosophes grecs, se posèrent la question suivante. Que se passe-t-il si nous prenons un morceau de matière et que nous le coupons en deux et que nous renouvelons cette opération une infinité de fois? Ils aboutirent à la conclusion qu'au bout d'un moment, le morceau de matière ne peut plus être coupé. Nous tombons sur une brique élémentaire de matière qu'ils ont appelée atome, donc qui vient du grec atomos, qui signifie que l'on ne peut plus couper. Ils considérèrent donc que la matière était constituée de briques qui s'emboîtent les unes dans les autres et qu'ils nommèrent des atomes. Quelques années après, vers -350, arriva un philosophe qui va avoir une influence importante sur la constitution de la matière. Il s'agit d'Aristote. Pour Aristote, la matière était divisible à l'infini et constituée des 4 éléments introduits par Empédocle. L'organisation de la matière prônée par Aristote va perdurer pendant plus de 1000 ans. Puis, entre 500 et 1600, viendra l'alchimie, dont le but sera de tenter de transformer des métaux basiques type fer ou plomb en or. Mais l'alchimie ne remettra pas en cause la théorie des 4 éléments. Ensuite, entre 1600 et 1800, ce sera l'essor de la chimie, avec notamment les travaux de Lavoisier et Boyle qui vont introduire un terrain favorable au retour de la théorie atomiste. Le premier à réintroduire cette notion d'atome sera Dalton en 1803, qui va imaginer les atomes sous forme de sphères. John Dalton est un chimiste anglais qui a principalement travaillé sur les éléments chimiques. Pour Dalton, la matière est constituée de sphères, chaque sphère étant propre à un élément chimique. Le XIXe siècle va être l'objet de nombreuses avancées dans le domaine de la physique, notamment au niveau de l'électromagnétisme et de l'optique. Et à la fin du XIXe siècle, vers 1897, Thomson découvre l'électron. Joseph John Thomson est un physicien anglais qui va travailler sur les rayons cathodiques. Il va découvrir que ces rayons sont en fait constitués de particules qu'il va nommer électrons. Thomson utilise un tube de Crookes qui est un tube en verre dans lequel on a réalisé un vide poussé. Ce tube contient une anode et une cathode à son extrémité permettant de produire des rayons cathodiques. Thomson fait passer les rayons cathodiques dans un champ électrique qu'il génère à l'aide d'un condensateur plan, puis dans un champ magnétique généré à l'aide d'un aimant. Il constate qu'un champ électrique et un champ magnétique dévient de leur trajectoire les rayons cathodiques. Il en déduit donc que ces rayons sont constitués de particules électriquement chargées ayant une masse très faible. Nous allons voir les caractéristiques de l'électron. Donc l'électron a été découvert en 1897 par John Joseph Thomson. Sa masse est de 9,1 10 puissance moins 31 kg et sa charge électrique, que l'on note QE ou -E, E étant ce que l'on appelle la charge électrique élémentaire, vaut -1,6 10-19 coulomb. À partir de sa découverte de l'électron, Thomson imagine un modèle de l'atome
qui part du modèle de Dalton, c'est-à-dire une sphère, mais cette fois cette sphère est chargée positivement, avec à l'intérieur des électrons chargés négativement. La grande idée de Thomson est de considérer ici que l'atome est neutre, donc que la charge positive de la sphère va compenser les charges négatives des électrons pour au final avoir une charge globale qui est nulle. À partir de la fin du XIXe siècle, les choses vont s'accélérer et en 1912, Rutherford découvre le noyau atomique. Ernest Rutherford était un physicien néo-zélandais qui a travaillé en Angleterre. Il a réalisé une expérience avec deux de ses élèves, Geiger et Marsden, qui consiste à envoyer des particules alpha sur une feuille d'or. Rutherford imagine un dispositif constitué d'une source de particules alpha envoyées dans une direction, d'une feuille d'or et d'un microscope. Les particules sont envoyées sur la feuille d'or, puis ensuite il place le microscope dans différentes directions pour observer le comportement des particules alpha. Il constate que quasiment toutes les particules alpha traversent la feuille d'or sans être déviées dans leur trajectoire. Il en déduit donc que les atomes ne sont pas constitués de sphères pleines, mais plutôt de sphères contenant principalement du vide, avec au milieu un noyau qui contient pratiquement l'intégralité de la masse. Rutherford va donc modifier le modèle de Thomson. Il va considérer que pour lui, l'atome est constitué d'un noyau chargé positivement et avec autour les électrons, ces électrons tournant autour du noyau comme les planètes autour du Soleil. Donc, dans le modèle de Rutherford, l'atome est constitué d'un noyau en son centre, concentrant presque toute la masse de l'atome, avec des électrons qui gravitent autour comme les planètes autour du Soleil. C'est ce que l'on appelle le modèle planétaire. Les physiciens savent depuis le XIXe siècle que deux charges électriques opposées s'attirent, donc qu'un électron chargé négativement et le noyau chargé positivement doivent s'attirer. Donc, d'après le modèle de Rutherford, l'atome ne devrait pas être stable. Pour résoudre ce problème, en 1913, Bohr introduit la notion de couche électronique. Niels Bohr est un physicien danois considéré comme un des pères fondateurs de la physique quantique. Niels Bohr imagine un modèle constitué toujours du noyau chargé positivement, des électrons, mais ces électrons se trouvent cette fois sur des orbites stationnaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent se trouver sur certaines orbites particulières et par contre ne peuvent pas être hors de ces orbites. Donc le modèle de Bohr est constitué donc du même modèle que Rutherford, mais cette fois les électrons ne peuvent graviter que sur certaines orbites particulières appelées couches électroniques. Donc d'après Bohr, les électrons sont répartis dans des couches électroniques et nous allons voir les règles qui permettent de placer les électrons dans les différentes couches, que l'on appelle règles de remplissage. Tout d'abord, nous commençons par remplir la couche K, qui est celle qui est la plus proche du noyau. La lettre K a été choisie pour kernel, qui veut dire noyau en allemand. Ensuite, si la couche K est pleine, et cette couche sera pleine avec 2 électrons au maximum ici, alors on complétera la deuxième couche qui sera la couche L. Les couches suivantes suivent l'ordre alphabétique. Si ensuite la couche L est pleine, cette fois la couche L peut accueillir au maximum 8 électrons, on remplira alors ensuite la couche M qui pourra contenir L au maximum 8 électrons. Nous avons donc ici au maximum une organisation qui va pouvoir expliquer les atomes qui contiennent 18 électrons. L'organisation des électrons dans les couches est appelée structure électronique et on l'obtient, comme nous venons de le voir, à l'aide des règles de remplissage. La structure est représentée en indiquant les couches entre parenthèses et leur nombre d'électrons en exposant. Nous aurons donc une structure du style K exposant X, L exposant Y, M exposant Z, X, Y et Z nous indiquant le nombre d'électrons présents dans chaque couche. Une chose importante, la dernière couche remplie sera appelée couche externe, les autres couches sont appelées couches internes et
Lorsqu'une couche est pleine, nous disons qu'elle est saturée. En 1919, Rutherford découvre à l'intérieur du noyau une particule qu'il appelle proton. Nous allons voir ses caractéristiques. Donc le proton a été découvert en 1919 par Rutherford. Sa masse est de 1,7 10-27 kg et sa charge électrique est notée QP équivaut petit e la charge électrique élémentaire et vaut donc 1,6 10-19 coulomb. Fait remarquable, nous constatons ici que la charge du proton est l'opposé de la charge de l'électron. Dans les années 1920, la physique quantique, introduite par Bohr et Planck notamment, permet d'expliquer le comportement de la matière au niveau microscopique. En utilisant les concepts de la physique quantique, Erwin Schrödinger, en 1926, introduit la notion de nuage électronique. Erwin Schrödinger est un physicien autrichien connu pour avoir établi une équation permettant de décrire le comportement de l'électron autour du noyau, notamment dans le cas de l'atome d'hydrogène. Cette équation se nomme équation de Schrödinger. La physique quantique nous dit qu'il est impossible de déterminer précisément la position et la vitesse d'un électron autour du noyau. À partir de cette notion, Schrödinger imagine le concept de nuage électronique. Il considère un atome constitué de protons, avec autour cette fois non pas des électrons sur des trajectoires bien spécifiques, mais dans une zone floue correspondant aux couches électroniques, qu'il nomme nuage électronique. Donc les électrons se trouvent dans cette zone, nous ne savons pas précisément où, mais plus la zone est foncée et plus la probabilité de trouver un électron est grande. Donc dans son modèle, Schrödinger dit que les électrons n'ont plus de trajectoire. Ils se trouvent dans un nuage électronique qui rend compte de la probabilité de le trouver autour du noyau. Et enfin, en 1932, Chadwick découvre à l'intérieur du noyau une nouvelle particule appelée neutron. James Chadwick est un physicien anglais qui est notamment célèbre pour avoir découvert le neutron. Le neutron a pour caractéristique donc d'avoir été découvert en 1932 par Chadwick. Sa masse est de 1,7 10-27 kg, qui correspond également à la masse du proton. Et sa charge électrique vaut 0, donc 0 coulomb, donc d'où le nom de neutron pour une charge nulle, c'est-à-dire qu'il est neutre. Toutes ces recherches nous permettent d'arriver au modèle actuel de l'atome. Donc l'atome est constitué d'un noyau contenant des protons et des neutrons, avec autour des électrons répartis dans des couches, ces couches étant représentées sous forme de nuages électroniques. Nous allons maintenant décrire et donner les caractéristiques du noyau. Donc le noyau est constitué de particules que l'on nomme nucléons, qui sont soit des protons, soit des neutrons. Nous allons appeler grand A le nombre de masses, qui va correspondre au nombre de nucléons dans le noyau. Et nous allons appeler grand Z le numéro atomique, qui va correspondre au nombre de protons dans le noyau. La connaissance du nombre de nucléons et du nombre de protons va permettre de retrouver le nombre de neutrons en faisant A-Z ici. La masse du noyau va dépendre des particules qu'il contient. Donc ici, il va contenir des nucléons. Les protons et les neutrons ayant à peu près la même masse, nous pouvons dire qu'ici, la masse du noyau est égale à A fois M nucléons. La charge électrique du noyau va dépendre des particules chargées dans le noyau, les seules particules chargées étant les protons. Donc nous allons utiliser le nombre de protons grand Z fois QP, la charge d'un proton, que l'on peut également appeler petit e charge élémentaire. Donc nous avons aussi Z fois E. Et enfin, le rayon du noyau est d'environ 10-15 mètres, c'est-à-dire 1 femtomètre. En général, nous utilisons une représentation symbolique du noyau qui est la suivante. Donc, nous représentons le noyau sous la forme XAZ avec X le symbole de l'élément, ce symbole pouvant être constitué soit d'une majuscule ou alors d'une majuscule suivie d'une lettre minuscule. Ensuite, nous plaçons A le nombre de masses en haut en exposant à gauche et le numéro atomique Z en indice à gauche.
Nous allons maintenant décrire l'atome. Donc l'atome va avoir une certaine masse, et cette masse est principalement concentrée dans son noyau d'après le modèle de Rutherford. Donc nous pouvons dire ici que la masse d'un atome est à peu près la masse de son noyau, donc est égale à A fois la masse d'un nucléon. Un atome est électriquement neutre, ce qui veut donc dire que sa charge électrique est de 0 coulomb, et donc qu'il y a autant d'électrons que de protons dans un atome. Donc nous pouvons dire que Z correspond également au nombre d'électrons présents dans un atome. Le rayon, un atome a un rayon d'environ 10-10 mètres, que l'on appelle également un angstrom. Et enfin, le noyau atomique est 10 puissance 5 fois, donc 100 000 fois plus petit que l'atome, ce qui nous donne une caractéristique particulière, c'est que l'atome est principalement constitué de vide, c'est ce que l'on appelle une structure lacunaire. Pour finir, nous allons voir deux exemples de description d'un atome. Tout d'abord avec l'atome de lithium Li, dont le symbole du noyau est Li73. Donc d'après la représentation ici, nous voyons que le nombre de masse est de 7, ce qui veut dire que le noyau contient 7 nucléons. Parmi ces 7 nucléons, nous avons Z qui vaut 3, donc contient 3 protons. Et pour trouver le nombre du nucléon, nous faisons 7 moins 3. Nous pouvons donc dire que le noyau contient 4 neutrons. À partir de cela, nous pouvons déterminer la charge du noyau. Q noyau sera égal à Z fois E, donc 3 le nombre de protons fois 1,6 10-19. Nous avons donc une charge pour le noyau qui est de 4,8 10-19 coulombs. Maintenant, si nous passons au niveau de l'atome, donc la masse d'un atome de lithium sera la masse de son noyau, donc le noyau contient 7 nucléons, donc nous ferons 7 fois 1,7 10-27, 1,7 10-27 étant la masse d'un nucléon. Nous avons donc une masse de 1,2 10-26 kg. Nous allons maintenant voir la répartition des électrons dans les couches. Donc nous avons un numéro atomique de 3, donc 3 protons. Comme l'atome est neutre, cela veut dire que c'est également le nombre d'électrons. Donc nous avons 3 électrons. Nous allons répartir les électrons dans les différentes couches en commençant par la couche K, qui va donc contenir au maximum 2 électrons. 3 moins 2, il me reste un électron que je vais placer dans la couche suivante, donc dans la couche L. Donc nous pouvons dire en termes de description que la répartition des couches est la couche interne qui est la couche K et une couche externe qui est la couche L qui contient un électron. Deuxième exemple avec cette fois l'atome de phosphore P. Donc le noyau a pour symbole P3115. Il contient donc un nombre de masse A égale 31, ce qui veut dire que le noyau contient 31 nucléons. Le numéro atomique vaut 15, donc le noyau contient 15 protons. Pour trouver le nombre de neutrons, nous faisons 31 moins 15, c'est-à-dire 16 protons. La charge du noyau sera Z fois E, donc 15 fois 1,6 10-19, ce qui nous donne 2,4 10-18 coulombs. Au niveau de l'atome, sa masse sera égale à la masse du noyau, donc 31 fois 1,7 10-27, ce qui nous donne une masse de 5,3 10-26 kg. Nous allons voir la répartition des électrons. Donc nous avons un numéro atomique qui est de 15, nous avons donc 15 électrons car l'atome est neutre. Nous répartissons ces électrons dans les différentes couches en commençant par la couche K qui peut contenir 2 électrons. Il en reste donc 13. Nous plaçons ensuite la couche L qui peut en contenir 8. Donc il nous reste encore 5 électrons que nous allons mettre dans la dernière couche qui est la couche M. Nous avons donc ici une structure avec les couches K et L qui sont les couches internes et la couche M qui est la couche externe qui contient 5 électrons.